Bien, merci. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents, d'être nombreux. Donc, ça prouve que au moins le sujet, ça intéresse. Je vais tout d'abord un peu me présenter. J'ai travaillé pendant 17 ans dans l'armée de l'air comme contrôleur aérien. Je suis passé par la base aérienne de Reims, Creil et l'approche de Roissy-Charles de Gaulle. Et j'ai quitté ensuite l'armée pour rejoindre une compagnie aérienne en tant que responsable du centre des opérations et bureau d'études. Et depuis peu, j'ai rejoint donc l'ENAC et donc la DGAC en tant que contrôleur aérien ICNA et donc je suis une formation complémentaire actuellement à l'ENAC. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui du MH370. Alors je vais vous partager déjà l'écran. Voilà. Donc le sujet du MH370, alors comment ça m'est venu? C'est venu en fait à l'issue d'une conférence que j'avais suivie ici à l'ENAC quand j'étais dans l'armée sur du BEA. Et ça m'avait intrigué tous ces thèmes d'accidents aériens. Et quelques mois plus tard, on a retrouvé la première pièce, donc le flaperon du MH370. Et c'est à partir de là que j'ai commencé en fait à creuser tous les rapports, à essayer de comprendre l'avion et essayer de me faire un peu ma propre idée par rapport à ce qu'on pouvait entendre. Parce qu'on entendait beaucoup de choses par les médias, beaucoup de rumeurs. Donc, j'ai vraiment voulu me faire ma propre idée dessus. Et j'ai découvert des choses assez surprenantes. Je vais vous parler de pas mal de choses que vous avez certainement jamais entendu parler parce que les médias n'en ont souvent pas fait état et qui pourtant posent question, clairement. Le but, c'est pas de lancer des rumeurs, c'est pas de lancer des rumeurs également de complot. C'est vraiment de dire qu'est-ce qui ne va pas parfois dans les rapports et de vous aiguiller un peu sur certaines pistes. Voilà. Donc, ce que je vais vous parler, donc déjà, je vais vous parler un peu d'introduction, donc ça c'est fait. On va parler du moment de la disparition. C'est vrai qu'il y a quand même quelques petits détails. Les réactions des contrôleurs, qui est un peu mon cœur de métier, il y a des choses également à en dire. La trajectoire radar, il y a des choses très surprenantes dans les rapports officiels concernant la trajectoire radar, vous verrez. La trajectoire satellite, ça c'est vraiment le gros point de cette affaire. On ne peut pas comprendre cette affaire si on ne comprend pas ce que permettent de faire les données satellites dont on parle tellement. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu toutes ces limitations. Comment se sont déroulées les recherches? Une proposition de zone de recherche, vous verrez qu'il y a une proposition que j'avais faite, mais je ne suis pas le seul à avoir fait des propositions, vous verrez. On parlera ensuite des débris. Et là aussi, il y a des choses qui posent question dans les débris. Et on parlera ensuite du Boeing 777 avec les différentes pannes, parce que la première chose que j'ai cherché à savoir dans cette affaire, c'est est-ce qu'il y a une défaillance technique qui peut être à l'origine de cette disparition. Ensuite, on parlera de la conclusion, des différents scénarios possibles et les enseignements surtout, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui a été fait depuis pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc, le moment de la disparition, on est sur un avion qui fait une liaison Kuala Lumpur-Pékin de nuit. Donc, c'est un vol tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et au bout de moins d'une heure de vol, l'avion quitte l'espace aérien malaisien. Le contrôle aérien lui demande de contacter le contrôle aérien vietnamien. Donc, ce dernier contact radio a lieu à 1h19. Et à 1h21, il passe le point Igari, qui est le point de transfert en fait, entre les deux centres de contrôle. Sauf qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que sans avoir appelé le contrôle aérien vietnamien, l'avion disparaît des radars. Le transpondeur est perdu à 1h21. Et on va se rendre compte également qu'il y a une coupure du SATCOM et de la CARS. Ça, je reviendrai plus loin là-dessus parce que c'est très important de ne pas confondre ces deux systèmes. Alors, le problème de la coupure à CARS, on ne sait pas précisément si elle a eu lieu entre 1h07 et 1h37. C'est-à-dire soit avant le dernier contact radio, soit après. On a le dernier rapport à CARS qui est à 1h07 et des dires de la compagnie, le prochain était prévu 30 minutes après. Sauf que vous verrez, même sur la CARS, ce n'est pas si évident que le prochain message soit 30 minutes après. Donc la première chose, c'est on s'interroge beaucoup sur la réaction des contrôleurs qui ont mis énormément de temps pour déclencher ce qu'on appelle les phases d'alerte, donc notamment le détresse-FA, qui est la phase de détresse. Et dans le manuel des services du trafic aérien,
donc le MATS, qui est utilisé en Malaisie. Vous avez cette petite phrase. Pardon, excuse-moi. Oui, Est-ce que vous passez des diapos là ou pas? Parce que alors, vous ne je les sais pas voyez pour pas? tout le monde, mais moi je suis bloqué sur la première. Ah, Moi aussi. Moi aussi, je les vois pas. d'accord, alors je vais relancer. Est-ce que là, vous voyez l'ensemble des diapos ou pas? Oui. D'accord. Là, vous voyez le tableau, réaction des contrôleurs? Là, c'est bon, oui. Ok, ça. Donc sur ce manuel, il est stipulé justement un petit détail, c'est que ces actions doivent être menées au plus tard, c'est noté 3 minutes après l'heure prévue de report. C'est-à-dire que si on prend l'heure de report Igari à 1h22 qui était prévue, on aurait dû commencer à lancer les phases de détresse à 1h25. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les contrôleurs vietnamiens ont attendu 17 minutes avant de contacter les contrôleurs malaisiens pour leur dire on n'a pas l'avion en fréquence. Donc déjà, ils n'auraient pas pu respecter ces délais-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les rapports officiels, ils commettent une grosse erreur d'appréciation dans la situation. C'est-à-dire que normalement, on devrait prendre ce que j'ai encadré, perte simultanée de contact radio et radar. C'est-à-dire que l'alerte aurait dû être donnée 5 minutes et 10 minutes pour la détresse après le contact radio. Sauf qu'ils n'auraient pas pu respecter ce délai-là. Ce qu'ils considèrent, c'est qu'on est dans le cas du bas, c'est-à-dire absence de contact radio obligatoire, sauf que l'on serait dans ce cas-là en vol non contrôlé, ce qui n'était pas du tout le cas à ce moment-là. Donc, dans les rapports officiels, il y a une erreur d'appréciation de la situation par rapport au délai des phases d'alerte qu'ils auraient dû respecter. C'est pas bien méchant, ça n'aurait pas changé grand-chose dans ce qui s'est passé. La trajectoire radar, alors ce qui est troublant, c'est qu'on va se rendre compte que dès l'instant où le transpondeur a été coupé, très vite après, l'avion a effectué un virage, notamment sur les données radar, qui est très serré et qui est incompatible avec un virage fait en pilote automatique. Donc déjà là, on suppose qu'il y a une action de pilotage manuel. Donc l'avion fait demi-tour. On ne sait pas pourquoi il fait demi-tour. Est-ce qu'on a affaire à une défaillance technique grave qui fait que l'équipage fait tout de suite demi-tour pour rejoindre un terrain? On ne sait pas. Il n'y a aucun contact radio. Et c'est ça qui est surprenant. On verra tout à l'heure le cas de la panne radio du point de vue technique. Elle est très peu probable. Donc déjà, là, ça pose question. Ensuite, la trajectoire que l'on a, on se rend compte qu'elle passe quasiment à chaque fois entre la Thaïlande et la Malaisie, comme pour entretenir un peu le doute. Et ce que j'avais repéré dans ce rapport factuel, si vous avez l'image à droite, vous avez en bas à gauche, vous avez la vitesse de 607 nœuds. C'est une vitesse sol. Quand j'ai fait des calculs à partir des données météo que l'on avait de vent et de température, j'en étais arrivé à une vitesse de Mach 1. J'avais fait vérifier ces vitesses-là par un pilote de 777 que je connaissais, qui est arrivé à cette même vitesse de Mach 1. Or, il y a un problème, c'est que la vitesse max du Boeing 777, c'est Mach 0.87. Donc là, ça sous-entendait qu'il y avait eu une survitesse ou que les données radar nécessitaient d'être un peu corrigées. Depuis, ça a été un peu corrigé. Par contre, ce qui a été confirmé par la trajectoire que vous avez à gauche, qui vient du rapport Boeing, du rapport final, il s'est prouvé que l'avion a clairement accéléré et qu'il était à une vitesse quasiment vitesse maximale de ce qu'il pouvait faire. Et que ça sous-entendait également que l'avion était descendu. Ce qui était aussi quelque chose que j'avais considéré à ce moment-là, parce que c'était le seul moyen de pouvoir expliquer cette augmentation de vitesse qu'on avait à cet endroit-là. Ce qui est aussi troublant qu'on va découvrir dans le rapport final, c'est que lorsque l'avion est au-dessus de Penang, c'est-à-dire avant qu'il tourne vers le nord-ouest, on va avoir une connexion du téléphone portable du copilote, mais aucune activité. Donc, il a juste borné à une antenne. Ce qui pose aussi question, est-ce que ce téléphone, il pouvait vraiment borner à l'altitude supposée de l'avion, qui était aux environs de 30 000 pieds? Après, je ne suis pas un expert de téléphone, donc là-dessus, je ne pourrais pas vraiment répondre. La trajectoire qu'on a ensuite, donc en direction du nord-ouest, donc les derniers segments que l'on voit, on est entre la Thaïlande et l'Indonésie. Et là aussi, ça pose question, on est clairement entre deux zones de contrôle.
Donc, vous voyez que déjà, sur un rapport officiel, sur l'image de droite, il y a déjà des informations qui posent question. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on va retrouver qui pose aussi question sur les données radar. Ensuite, vous avez sur l'image qui est à gauche, vous avez la dernière position connue de l'avion, c'est-à-dire détectée par le radar malaisien. Alors, on va savoir très tôt que visiblement ce radar est un radar 3D. Pourquoi? Parce que les autorités vont annoncer qu'il a été détecté à cet endroit-là et ils vont également donner une altitude. Or, si c'était un radar standard, on n'aurait pas l'information d'altitude, puisque le transpondeur ayant été coupé. C'est donc un radar 3D qui a permis de suivre l'avion et c'est en effet un radar 3D militaire basé à Penang. Depuis longtemps, on n'a pas arrêté de demander ces infos concernant le profil vertical de l'avion qui permettait d'être visualisé avec le radar 3D. Et je vais y revenir après, mais là aussi, il y a des énormes coquilles qu'on a trouvées dans le dernier rapport. Sur la dernière position, un peu au sud, j'ai ploté la position d'un radar indonésien avec son volume de détection. C'est un radar militaire qui aurait dû le voir. On ne sait pas s'il était allumé cette nuit-là. Mais il y a un deuxième radar que je n'ai pas fait apparaître qui est sur la pointe nord de l'Indonésie. C'est un radar de Sabang. Et là, on a une information du ministre indonésien qui dit que ce radar-là n'a pas détecté l'avion. Sauf que si ce radar était bien allumé, clairement, l'avion était en plein dans le volume de détection de ce radar. Donc, on aurait dû être en mesure de le suivre un peu plus longtemps après cette dernière position. Sauf qu'on ne sait pas vraiment si ce radar il était allumé. Donc, mais ça pose question aussi là-dessus. Ensuite, je disais donc par rapport à ce profil 3D, j'ai mis le graphique que vous avez là juste à côté. C'est le profil vertical qui a été publié dans le rapport final malaisien. Alors, c'est un graphique qui nous donne comment l'avion a évolué en altitude. Et la première chose qui surprend sur ce graphique-là, c'est la courbe noire que vous voyez. La pointe haute de ce graphique, elle montre une altitude de 58 200 pieds. 58 200 pieds, c'est une altitude qui est clairement impossible à atteindre pour un Boeing 777. L'altitude maximale est de 41 000 pieds. À savoir que ça, c'est en pilote automatique, mais si vous déconnectez le pilote automatique, vous pouvez très bien monter un peu plus haut. Mais de là à atteindre 58 200 pieds, c'est clairement impossible. Mais l'autre chose qui est encore plus troublante, c'est qu'une minute après, vous voyez la chute, l'avion est détecté une minute après à 4800 pieds. Donc ça veut dire qu'en une minute, il est passé de 58 200 pieds à 4800 pieds. Techniquement, c'est impossible. Si on fait un calcul vertical, on est sur une vitesse de Mach 1 à la verticale. Donc, et là, le problème, c'est qu'on n'a aucune explication de l'équipe d'enquête sur ce rapport. On ne sait pas, est-ce que ces données-là, il y a un défaut de calibration du radar ou pas? On n'a pas plus d'explications. Ça, je pense que vous n'avez certainement pas entendu parler parce que les journalistes, ça ne les intéresse pas, ces aspects techniques. Donc, passé cette dernière position, le seul moyen de pouvoir essayer de retracer la trajectoire de l'avion, c'est d'utiliser les données satellites Inmarsat, savoir que seulement 3 jours après la disparition, Inmarsat va contacter les enquêteurs et leur dit cet avion, il a continué à voler pendant plusieurs heures. On a des informations de ping, on va appeler des pings, sur nos logs de satellite. Donc ça, déjà, ça va intriguer. Mais déjà à l'époque, j'en parlerai plus tard, mais les Malaisiens avaient déjà des infos radars qui leur permettaient de soupçonner que l'avion avait fait demi-tour. Donc, ces données satellites, je vais passer un petit peu de temps dessus pour vraiment vous expliquer, parce que c'est vraiment important de bien comprendre qu'est-ce qu'elles permettent de faire. Donc, tout d'abord, au milieu, vous avez le schéma de liaison satellite. Tout part en fait d'une station sol qui est située à Perth en Australie. Et l'avion va se loguer en fait sur le satellite et établir une connexion qui est enregistrée sur la station sol. Si pendant 1 heure, l'avion n'émet aucune communication, la station sol va demander au satellite d'interroger l'avion et lui demander s'il est toujours connecté au réseau, parce que tant qu'il est connecté au réseau, le système lui laisse un canal libre pour pouvoir communiquer. S'il n'est plus connecté, ça ne sert à rien de lui attribuer ce canal-là, on peut l'attribuer à quelqu'un d'autre. Donc, le satellite va envoyer une interrogation à l'avion, ce qu'on va appeler des log-on interrogation. L'avion va répondre, ça va retransiter par le satellite qui va renvoyer à la station sol.
Savoir qu'à partir du moment où la station sol va envoyer cette demande au satellite, il va lancer un compte à rebours et il va attendre la réponse du satellite. Et après, il va stopper ce compte à rebours. Et ensuite, on va calculer combien de temps a mis l'info à partir du moment où elle est partie de la station sol pour revenir jusqu'à la station sol. La station sol, c'est la position du satellite. Donc, elle sait combien de temps va mettre le message pour arriver au satellite, combien de temps ça met à être traité par le satellite avant d'être envoyé, combien de temps ça met également à être traité par l'avion avant que l'avion ne réponde. Ça, c'est testé lors de la calibration au sol. Donc, on a ces valeurs-là dans les rapports. Et donc, les seules valeurs qu'on ne connaît pas, ce sont les valeurs 3 et 5 qui sont liées à la distance de l'avion par rapport au satellite. Et donc, à partir de ces temps-là, on est en mesure de pouvoir déterminer l'avion, il se situe à telle distance du satellite. Et l'ensemble des points qui sont à égale distance de ce satellite, c'est ni plus ni moins un cercle. C'est pour ça que vous voyez en dessous cette projection, c'est la projection de tous les points qui sont à égale distance du satellite. Donc, c'est pour ça que dans cette affaire, on parle beaucoup de cercles et d'arcs de cercle. Donc, toutes les heures, quasiment, on va avoir une réponse de l'avion qui va dire « oui, je suis connecté ». Alors, à partir de ces données-là, en utilisant juste ça, ces données-là, c'est ce qu'on appelle le BTO, le Burst Time Offset. Eh bien, on va prendre la dernière position radar de l'avion, on va projeter la distance qu'a pu parcourir l'avion jusqu'au moment de la réception de ce premier ping, et on aura donc l'intersection seront tous les points qui sont entre A et B sur cet arc. On sait qu'il ne peut pas être ailleurs au-delà parce que ça voudrait dire que l'avion il aurait évolué plus vite. Ensuite, le prochain ping, on va avoir donc un deuxième cercle, et bien on va refaire les mêmes projections de vitesse et déterminer ensuite la zone sur le cercle suivant où l'avion devrait se trouver. Sauf que plus le temps passe, plus cet arc de cercle il va grossir, donc l'incertitude elle est encore plus énorme. Rien qu'avec ces données-là, les enquêteurs vont d'abord déterminer qu'il y a deux trajectoires, une au nord et une au sud. Alors, ça reste très approximatif, mais c'est à la suite de ça que les enquêteurs vont déterminer que l'avion il est parti dans le sud de l'océan Indien, mais en utilisant cette fois une autre valeur qu'on va appeler le BFO. Le BFO, c'est le Burst Frequency Offset. C'est un décalage de fréquence dans la réponse de l'avion. C'est-à-dire que le satellite, il s'attend à avoir une certaine fréquence si l'avion est immobile par rapport à lui. Par contre, en fonction de la vitesse de rapprochement de l'avion par rapport au satellite, c'est un peu comme de l'effet Doppler, eh bien, l'avion va envoyer une fréquence légèrement décalée qui va être fonction de cette vitesse de rapprochement. Donc, vous avez sur le dessin en haut à droite, vous voyez cette vitesse de rapprochement par rapport au satellite. Le problème, c'est que on ne connaît pas la direction dans laquelle se déplace l'avion, ce qui fait que cette vitesse de rapprochement, c'est seulement une composante de la vitesse. Donc, on est obligé de faire une hypothèse de vitesse, précisément de vitesse sol, pour pouvoir déterminer la direction dans laquelle se dirige l'avion. Donc, déjà, en utilisant cette donnée-là, on est obligé de faire une hypothèse, qu'on n'est pas du tout certain que la vitesse soit bonne. Le problème, c'est que si cette vitesse sol, elle est fonction de beaucoup de choses. Elle est fonction, bien sûr, du régime des moteurs, qu'on ne connaît pas, de l'altitude de l'avion, qu'on ne connaît pas non plus, et également des vents à l'altitude de l'avion, puisqu'on ne connaît pas non plus l'altitude de l'avion, on ne sait pas quels sont les vents qui ont influé sur cette vitesse sol. Donc vous voyez que rien qu'avec ce paramètre, vous avez énormément de paramètres qu'on ne connaît pas. D'où le fait qu'il faudra fortement relativiser les informations que l'on obtient avec le BFO. Autre détail, en bas à gauche, vous avez cette forme d'œuf, c'est la position de l'avion du satellite par rapport à l'équateur. C'est-à-dire qu'on pense que le satellite géostationnaire, il est fixe sur l'équateur, en fait, ce n'est pas vrai. Le satellite, il oscille entre plus ou moins 1,6 degrés au-dessus et au-dessous de l'équateur. Et au moment des transmissions, on a les positions qui sont au nord de l'équateur. Sauf que l'avion, quand lui, il fait ces calculs-là pour savoir la vitesse de rapprochement, et ça, c'est intéressant de le savoir, il va prendre une position nominale du satellite qui est enregistrée en fait dans sa base de données, ce qui fait qu'il n'a pas la position réelle du satellite à l'instant T. Alors, ça ne change pas énormément dans les échanges de communication, mais cette imprécision peut également être nuancée dans la précision que l'on peut obtenir.
Ensuite, en haut à gauche, vous avez c'est Inmarsat qui a fait des calculs de BFO sur 360 degrés pour essayer de les comparer avec les BFO qu'ils ont obtenus sur l'avion à un instant T et de voir quelle couleur correspondait. On se rend compte que c'est la couleur verte qui correspond à une trajectoire vers le sud. C'est comme ça que ça a permis de déterminer que l'avion était parti vers le sud. Donc, pareil, le graphique que vous avez en bas à droite, ben, ce sont ces mêmes couleurs qui sont affectées en fonction des différentes trajectoires et on se rend compte que c'est cette trajectoire vers le sud qui correspond le mieux. Mais là encore, j'insiste, à condition qu'on prenne une vitesse qui est correcte, ce qu'on ne sait pas forcément. Alors, à partir de là, une fois qu'on a fait ces hypothèses de vitesse et d'altitude, eh bien, on va déterminer plusieurs scénarios et on va prendre ici, par exemple, le cas que j'ai pris là, c'est un exemple dans les rapports. MRC, c'est Max Range Cruise, donc c'est un type de vitesse. Et on va voir si l'avion a suivi cette vitesse-là à l'altitude de 40 000 pieds, de 35 000 pieds, de 30 000 pieds, de 25 000 pieds. Eh bien, ce qu'on se rend compte, c'est que forcément, à ces vitesses-là, la vitesse sol n'est pas la même. Donc, forcément, la position sur le dernier arc, qu'on va appeler le 7e arc, la dernière communication de l'avion, eh bien, vous voyez qu'elle va fortement varier. Si on a une altitude qui est élevée, l'avion a clairement une trajectoire qui est plus vers le sud, donc il faut aller chercher plus au sud. Si on a une vitesse sol qui est plus faible ou une altitude plus faible, il faut chercher plus au nord. Donc, vous voyez pourquoi les recherches vont se concentrer le long de cet arc parce qu'on ne sait pas exactement déjà l'altitude de l'avion et quelle est la trajectoire que l'avion a pu voler. Il faut vraiment bien comprendre ça pour comprendre pourquoi la zone de recherche, en fait, elle est si vaste et c'est si compliqué de rechercher l'avion. Je vais revenir sur un point, à savoir que à la fin, là, la position que l'on a sur ce 7e arc, c'est une position de communication où on sait que l'avion, il y a de très fortes chances qu'il soit en panne sèche. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prenez l'arc qui est juste avant, donc le 6e arc, on sait que l'avion était toujours connecté au réseau parce que c'était une interrogation du satellite. Donc, il n'y avait pas de rupture d'alimentation du système SATCOM. Sauf que 8 minutes après, l'avion va demander à se reconnecter au réseau. La question qu'on se pose, c'est pourquoi il demande à se reconnecter alors que 8 minutes plus tôt, il était toujours connecté? L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a eu une coupure d'alimentation à ce moment-là. Et cette coupure d'alimentation, du point de vue officiel, elle peut s'expliquer par le fait que l'avion a perdu à ce moment-là, entre le 6e et le 7e arc, il vient de perdre ses deux moteurs, donc il perd l'alimentation électrique totale de l'avion. Et à ce moment-là, vous avez une sécurité qui s'enclenche dans l'avion, qui va démarrer automatiquement l'APU et déployer la RAT, on expliquera un petit peu plus loin. Ce démarrage de l'APU va prendre environ 1 minute et demie. Et quand l'APU va être à vitesse normale, il va réalimenter certains systèmes et le SATCOM va se retrouver réalimenté. Et dès l'instant où il est réalimenté, il va chercher à se reconnecter automatiquement. C'est comme ça qu'on explique en fait ce 7e arc, pourquoi l'avion il se reconnecte. Sauf qu'à ce moment-là, on ne sait absolument pas si y a quelqu'un qui est aux commandes. Est-ce que l'avion a plané tout seul? L'hypothèse officielle, c'est qu'il n'y avait personne aux commandes à la fin. Personnellement, moi, je ne suis pas du tout persuadé de ça. Pourquoi? Parce que durant la première heure, on a un avion qui a changé plusieurs fois de cap. Donc, ça sous-entend qu'il y a quand même quelqu'un qui est aux commandes. Le moment de la disparition, au moment d'un transfert, c'est le meilleur moment pour faire disparaître un avion sans que les contrôleurs s'en aperçoivent. La perte du transpondeur, vous verrez plus tard, est difficilement explicable du point de vue technique. Donc, vous mettez tout ça, vous avez forcément un acte volontaire, selon moi, dès le départ. Pourquoi, à la fin, il n'y aurait personne aux commandes? En tout cas, c'est l'hypothèse qui est privilégiée par les enquêteurs, parce qu'en prenant cette hypothèse-là, ils peuvent déterminer le comportement de l'avion et délimiter une zone maximale dans laquelle ils peuvent chercher. Parce que si l'avion a été piloté, il peut très bien planer très loin, et la zone de recherche, en ce cas, elle est immense. Voilà. Donc, il faut aussi comprendre ces hypothèses-là, pourquoi les enquêteurs les ont prises. Donc, au début des recherches, on a cherché dans l'est de la Malaisie, sauf que on entend beaucoup dire que pendant une semaine, ils ont cherché là et qu'ils n'avaient pas dit qu'ils cherchaient de l'autre côté de la Malaisie. Ça, j'aimerais tordre le cou à cette idée-là, parce que c'est absolument pas vrai. Pourquoi?
Dès le lendemain de la disparition, l'armée de l'air a prévenu les enquêteurs en fin de journée en leur disant « On a un contact radar qui traverse la Malaisie, qui peut être le MH370, qu'on ne peut pas identifier parce que c'est juste un radar primaire. On n'a pas de transpondeur. Mais on a quelque chose qui bizarrement vient de ce coin-là et qui a traversé toute la Malaisie et qui part dans l'ouest. » Dès le lendemain, donc dès le deuxième jour des recherches, les autorités annoncent officiellement qu'ils ouvrent une deuxième zone de recherche parce qu'ils n'excluent pas que l'avion ait fait demi-tour. Ça a été dit officiellement, donc on ne peut pas dire qu'il ne l'ait pas dit, ça c'est pas vrai. Donc ils ont cherché dans ces deux zones-là. Et 3 jours après, ils ont les informations d'Inmarsat qui leur disent que l'avion, à partir des cercles, il est de l'autre côté de la Malaisie, donc côté ouest. Pourquoi ils ont continué à chercher côté est? Parce que les Chinois indiquaient avoir des images satellites de débris dans cette zone-là. Donc, ils ne pouvaient pas partir sans avoir vérifié ces informations-là. Ensuite, les informations Inmarsat, c'était tellement énorme et tellement nouveau qu'ils ont demandé à les revérifier. Ça a pris 2 jours de plus. Et donc, c'est pour ça que ça a pris 1 semaine avant de stopper les recherches à l'est et de partir vers l'ouest. Ensuite, quand on sait que l'avion est parti vers le sud de l'océan Indien, eh bien, on a commencé à faire des recherches au large de l'Australie, mais il faut clairement se rendre compte qu'on est à plus de 2000 km des côtes. Si vous prenez des avions de la patrouille maritime australienne, les P3 Orion, qui sont des avions à hélice, ils mettaient environ 4 heures pour rejoindre la zone de recherche. Ils coupaient 2 moteurs pour économiser le carburant et rester plus longtemps sur zone. Ils avaient 2 heures de recherche sur zone et ils remettaient 4 heures pour rentrer. Donc, autant dire qu'en termes de temps de vol, par rapport au temps de recherche, ce n'est pas énorme. Il a fallu qu'ils mettent énormément de moyens aériens pour essayer de couvrir ça. D'autant plus qu'ils ont été énormément perturbés par la météo très capricieuse, puisque c'est une zone de création de cyclones dans cet endroit-là. Donc ça n'a pas aidé les choses. Donc, ces zones de recherche aérienne, ça n'a pas été évident de couvrir. La zone de recherche prioritaire a souvent bougé. Bref, on n'a absolument rien trouvé. Je reviens dessus. On va parler des boîtes noires parce que rapidement, ce qu'on a cherché à faire, c'est à détecter les boîtes noires. Le problème, c'est qu'on va se rendre compte un an plus tard, c'est qu'une des balises ULB qui lui envoie les pings sous l'eau n'avait pas été changée dans les temps par la maintenance. On ne sait pas si elle a été clairement changée. Donc, sur les 2 boîtes noires, il n'y en a certainement qu'une seule qui fonctionnait. La portée des boîtes noires en milieu marin, elle est de l'ordre de 2000 mètres. Sauf que là, on est sur des fonds marins qui font plus de 4000 mètres. C'est-à-dire que détecter la balise depuis la surface, c'est quasi impossible. Donc, ils ont utilisé en fait un détecteur remorqué qui plaçait en profondeur de façon à espérer détecter. Le problème, ça veut dire qu'il faut passer à une distance de 2000 mètres de la balise. Donc, autant dire, on ne sait pas précisément où est l'avion. Détecter une balise, c'était très très compliqué. Même dans le cas de l'Air France Rio-Paris, les recherches étaient passées avec ce détecteur pile poil à 2000 mètres d'une des balises. Ça, ils le découvriront plus tard. Et ils n'ont pourtant pas détecté la balise de cette boîte noire. Donc, pour dire que ce n'est pas si évident que ça. Donc, une fois que les balises ont expiré, le seul moyen, c'est de faire une exploration sous-marine pour essayer de retrouver l'épave. Mais encore faut-il savoir où chercher. Et là, la zone, elle est immense. La recherche, elle doit se faire en 2 phases. Une première phase de bathymétrie. Pourquoi? Parce que les fonds marins à ces endroits-là, on ne les connaît pas. Donc, il faut déjà avoir une idée du fond marin de manière pas très précise, mais déjà de savoir un petit peu, grosso modo, où est-ce qu'il y a des plateaux, des montagnes, etc. Parce qu'ensuite, ça va déterminer la profondeur d'un autre système qu'on va utiliser, mais encore faut-il savoir comment est le fond marin en dessous. Donc, cette étape de bathymétrie, elle se fait depuis la surface, comme vous voyez sur l'image. Et une fois que cette phase-là elle est terminée, on peut lancer l'exploration. En haut à droite, vous avez donc le navire qui remorque par câble donc des détecteurs, donc ce qu'on appelle des sonar side scans, donc c'est des scans latérales qu'on voyait à gauche de face. Vous avez 2 scans qui se font de façon à faire du mapping, donc une cartographie du fond marin de haute précision. Mais pour cela, il a fallu auparavant faire la bathymétrie pour pouvoir déterminer quelle était la profondeur idéale à laquelle devait se trouver ce capteur. Savoir que ces bateaux remorquent ceci sur un câble qui fait plusieurs kilomètres de long,
sur de longs axes et que faire un demi-tour, par exemple, ça prend plusieurs heures. Donc, c'est quand même un système qui est assez lourd. Et la vitesse de déplacement est de l'ordre de 7 nœuds. Autant dire que ça va très très lentement. Imaginez-vous en train de cartographier la Belgique avec un drone à une vitesse de 7 nœuds. Vous n'avez pas fini. Donc là, c'est quand même très très long comme dispositif. Donc là, c'est vraiment des sonars remorqués. Il y a d'autres systèmes que vous voyez en bas à gauche qui sont des formes de torpilles. Ce sont ce qu'on appelle des AUV, Autonomous Underwater Vehicle. Donc c'est tout simplement des drones sous-marins qu'on va programmer de façon à faire une cartographie d'une zone un peu plus complexe, notamment les zones montagneuses qui sont parfois difficiles d'accès avec les sonars précédents. Et ce qu'on espère trouver, c'est l'image que vous avez en bas à droite. Ça, c'est l'image de la France Rio-Paris qui a été captée par un sonar. Donc, c'est un champ de débris. Le problème, c'est que quand vous avez ce genre de choses-là, ça peut très bien être des rochers sur un fond sablonneux. Donc, ensuite, ce qui est fait, c'est qu'on envoie un drone ou un robot télécommandé, ce qu'on appelle un ROV, qui va aller faire des images dessus pour aller voir qu'est-ce que c'est. Donc, à chaque fois, il faut aller investiguer ces points d'intérêt pour voir si c'est une épave ou si c'est autre chose. Donc, la zone qui a été cherchée initialement par Fugro et Phoenix sont les deux sociétés qui ont participé aux premières recherches avec ces sonars remorqués. C'est la zone que vous avez en gris. Voilà. Donc, c'est une zone qui fait, grosso modo, on est à peu près à 120 000 km². Sauf que ça a été cartographié en l'espace de 2 ou 3 ans. C'est quand même, ça a été, je crois que c'était 2 ans. Donc, c'est quand même très, très long avec des navires qui se relèvent régulièrement sur zone. Parfois, il y a eu plusieurs navires, parfois, il n'y en a eu qu'un. Savoir que les navires, tous les mois, ils devaient repartir en Australie pour se ravitailler et qui devaient faire face parfois à des mers avec des creux de l'ordre de 18 mètres. Ils ont déjà eu des vagues de 18 mètres qui ont frappé les navires. C'est une zone qui est très, très hostile, clairement. Puis en 2018, lorsque toutes les recherches avaient été arrêtées, il y a une société, Ocean Infinity, s'est proposée de rechercher l'avion et d'être payé uniquement s'il le retrouvait. Donc, finalement, ça a été accepté. Le gros avantage de cette société, c'est qu'elle avait des moyens hyper modernes avec des AUV que l'on voit sous l'eau. Et chaque AUV avait un navire juste au-dessus qui le suivait, qui était un petit bateau drone, qui permettait de recaler précisément sa navigation. Et l'autonomie était de l'ordre de 3 ou 4 jours. Donc, on pouvait cartographier très rapidement, envoyer plusieurs AUV en même temps. Et la société a couvert une zone même plus grande que les 120 000 km² précédents en seulement 6 mois, par rapport à 2 ans pour l'autre dispositif. Et malgré ça, donc, on n'a pas retrouvé l'avion. Donc, vous avez une image en bas, c'est la partie en blanc. Ils ont continué à chercher le long de cet arc. Et ça, c'est un reproche que je leur fais. Facile à dire, mais moi, je pars du principe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a quelqu'un qui était aux commandes. Donc, je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui a dû planer l'avion. Donc, selon moi, il faut chercher plus loin par rapport à ce 7e arc. Donc, l'échec de ces recherches, selon moi, il faut en tirer 2 enseignements. Tout d'abord, soit on continue à considérer que l'avion n'était pas piloté à la fin et qu'il faut à ce moment-là chercher plus au nord tout en suivant le 7e arc. Donc, continuer les recherches en blanc vers le nord, ce qui est peu probable selon moi. Soit on fait l'hypothèse que quelqu'un était aux commandes et que l'avion a plané plus loin. Et les enquêteurs n'ont jamais voulu faire cette hypothèse de quelqu'un aux commandes. Alors, on en parlera après. Il y a également le Capsio, qui est un groupe français qui propose de chercher également plus au nord, qui a aussi un autre scénario qui est également plus au nord, qui est plausible aussi, voilà, sur une zone qui est moins profonde. Donc, il y a plusieurs scénarios qui s'affrontent, on va dire, sur Internet. On n'est pas toujours tous d'accord sur des détails. Maintenant, qui a raison, c'est impossible à dire. Voilà. Mais moi, ça se trouve, c'est peut-être moi qui me plante aussi. Donc, les recherches, il y a un autre groupe qui a été très actif dès le début. Vous avez l'image dans le coin en bas à droite. C'est une zone qui a été définie par l'Independent Group. L'Independent Group, c'est les gens qui ont commencé à faire des calculs sur les données satellites du MH370 très rapidement et qui ont un peu poussé les autorités à dévoiler certaines données.
Et eux, ils sont toujours considérés aussi qu'il y avait personne qui était aux commandes à la fin. Et ils ont défini une zone A1 et une zone A2. La zone A1 était la zone préférentielle pour eux, sauf qu'elle a été couverte par Ocean Infinity, on n'a rien trouvé. La zone A2 est la deuxième zone qui privilégie dans le cas où quelqu'un aurait fait planer l'avion. Et cette zone A2, si vous prenez l'image qui est derrière, elle est en plein dans la zone, c'est une zone que j'avais définie, ce graphique-là, qui est la zone que je privilégie. Donc, on est plus loin que la zone de recherche. Elle est quand même assez vaste. Elle doit faire de l'ordre de 60 000 km², mais c'est très approximatif. Donc, c'est possible, mais c'est une zone qui n'a pas été totalement investiguée jusqu'à présent. Alors, cette zone-là, je l'ai définie à partir de plusieurs paramètres, notamment les flèches jaunes sont les courants, en considérant que si on était un peu plus au nord, on aurait eu davantage de débris qui seraient tombés qui auraient échoué en fait en Australie. Or, on verra après, il n'y a aucun débris qui a échoué en Australie. Tout est parti en direction de l'ouest. Autre chose que l'Independent Group fait, et là-dessus je suis assez critique, c'est qu'ils considèrent à partir des données satellites et notamment du BFO, que sur la dernière communication, l'avion avait un taux de descente, alors j'ai plus en tête, mais de l'ordre de 11 000 ou 12 000 pieds minutes. Clairement, arriver à déterminer un taux de descente avec des données qui sont aussi floues, moi je pense que c'est totalement une illusion. Donc il faudrait déjà considérer qu'on connaît la trajectoire de l'avion, ce qui n'est pas le cas, qu'on connaît sa vitesse, ce qui n'est pas le cas, qu'on connaît son altitude, ce qui n'est pas le cas non plus. Et donc à partir de là, eh bien, on est capable d'en déterminer visiblement un taux de descente. Je reste très dubitatif sur la fiabilité de pousser les données satellites aussi loin, clairement. Donc, les débris, alors, il a fallu attendre à peu près 1 an et demi, 15 mois, pour qu'un premier débris échoue à La Réunion, c'est le fameux flaperon. Après, on a retrouvé d'autres débris, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les débris parce qu'on en a pour un moment sinon. On va s'attarder sur 2 débris importants, le flaperon et une partie du volet qui était juste à côté. Le flaperon qu'on a retrouvé, ce qui intrigue, c'est toute la partie arrière qui est manquante. C'est ce qu'on appelle le bord de fuite de l'aile. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une aile. Hein. Et toute cette partie arrière, elle est manquante, elle a été arrachée sur toute la longueur. Et ça pose question. Et ça interpelle sur les hypothèses qu'ont pris les enquêteurs, notamment les Australiens, parce qu'ils considèrent que l'avion n'a pas été piloté. Dans ce cas-là, l'avion a impacté l'océan à grande vitesse. Sauf que quand on regarde le dégât sur cette pièce-là, eh bien, tenter de dire qu'on n'est pas trop d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce que si on est sur un impact à grande vitesse, on s'attendrait à avoir des dégâts sur les parties avant des pièces. Comment expliquer que c'est la partie arrière qui est touchée et que la partie avant est intacte ? Ça, déjà, ça interpelle. Alors, ce flaperon, il va être inspecté par la DGA, la Délégation Générale pour l'Armement, à Toulouse, justement, à Balma, je crois que ça s'appelle. Et pendant des années, on n'a pas arrêté de demander que la France publie ce rapport officiellement. Eh bien, ce rapport, en fait, on va le voir arriver sur le rapport final malaisien qui a été publié en 2018 ou 2019, j'ai un doute. Bref, il est publié en annexe du rapport final malaisien. Et ce rapport, il dit des choses extrêmement intéressantes. C'est qu'il montre, comme vous voyez sur les dessins, que l'impact a eu lieu sur la partie arrière du flaperon. Et la conclusion indique, alors en anglais, hein, qu'il semble que le flaperon a impacté l'eau alors qu'il était toujours attaché à l'avion au moment de l'impact et qu'il était en position abaissée. Et là, clairement, c'est que ça ne conforte absolument pas l'hypothèse officielle des enquêteurs malaisiens et australiens qui vont dans le sens d'un impact à grande vitesse, clairement. Par contre, on peut se poser la question, est-ce qu'un amérissage est possible ? Et là, ça pose aussi question, je pense qu'on serait plus, personnellement, je pense plus qu'il y a eu une tentative d'amérissage. Et je ne suis pas le seul à le penser. L'équipe Capsio le pense aussi. Ils ont plusieurs rapports qui ont été faits par un de leurs membres, M. Kamoulakos, qui a fait 2 études qui sont très très documentées, que je vous encourage à aller voir sur leur site,
qui sont des modélisations de l'impact du flacon de façon à déterminer la vitesse d'impact. Et il a déterminé que la vitesse la plus probable était une vitesse de 137 nœuds. 137 nœuds, ça sous-entend que les volets auraient été baissés et qu'il y aurait une tentative d'amérissage. Sauf que, je vais en revenir après, ce n'est pas les seuls à parler de cette hypothèse-là. Vous avez également Larry Evans, sur son livre du MH370, qui a fait une étude très détaillée des dégâts qu'il y a sur le flaperon. Et lui aussi, il arrive à cette conclusion-là. Alors, Larry Evans, c'était un ancien enquêteur sur le crash aérien canadien qui avait enquêté sur le crash. Il était chef de l'enquête sur le Swissair 111, pour ceux qui connaissent, et l'Air France qui avait fait une sortie de piste à Toronto. Donc, lui aussi, il part sur cette hypothèse-là. Sauf que ce qui s'est passé également, c'est qu'on a retrouvé, vous voyez en haut à gauche, la pièce qui est juste à côté du flaperon en rouge. On a trouvé une partie de ce volet. Et ce volet, quand les enquêteurs vont publier leur rapport, ils vont publier l'image qui est en haut à droite et qui vont dire on a un impact commun entre ces deux pièces. Cet impact commun, il ne peut s'expliquer que si les volets n'ont pas été sortis. Sauf que Larry Evans, justement, lui, il dit que ces dégâts, il est parfaitement plausible avec les volets sortis. Donc, ce qui pose question, est-ce que les enquêteurs ont vraiment étudié toutes les possibilités ou est-ce qu'ils veulent conforter un de leurs scénarios? Ça aussi, ça pose question. On a retrouvé également des dégâts en bas à gauche. Vous avez une barre qui passe à l'intérieur du volet. Et on a retrouvé des marques d'impact également, parce que ce volet-là, il était également arraché. Et on a également une partie arrière de ce volet qui est aussi arrachée, qui laisse aussi supposer qu'il y a eu de l'impact à l'arrière de la pièce par devant. Donc, vous voyez que ces rapports-là, même si c'est des rapports officiels, il y a parfois de quoi se poser quelques questions et les voir sous un angle peut-être un peu différent. Ce qui a été également fait, c'est des études de rétro-dérive, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le flaperon a été retrouvé à La Réunion, c'est de définir 15 mois plus tôt où est-ce qu'il pouvait être. Et ces données-là arrivent sur une zone qui est une zone potentiellement qui fait partie des zones de recherche privilégiées. Là-dessus, j'ai mis aussi quelques réserves. Pourquoi? Parce que 15 mois d'études de rétro-dérive, c'est très très long. C'est très peu fiable selon moi, à savoir que dans le cadre de l'Air France Rio-Paris, on avait déjà fait ce genre d'études sur une étude de 6 jours, parce qu'on avait trouvé des débris au bout des 6 jours. Et même sur 6 jours, eh bien, les calculs de rétro-dérive n'ont pas du tout amené à l'endroit où l'épave était. Donc, il faut peut-être largement nuancer également ces études-là. Alors, l'avion, je vous ai dit au début, la première chose que je voulais me rendre compte, c'est est-ce qu'il y avait une possible défaillance technique? Donc, j'ai commencé à regarder tous les incidents, les accidents. Alors, je ne dis pas que j'ai réussi à tous les référencer. Et de voir quelles étaient la nature des accidents et des incidents et d'aller voir tous les rapports qui avaient été publiés dessus. Alors, il n'y avait pas des rapports pour tous, mais il y en avait énormément quand même. Le gros des pannes qui ressortent sont des pannes moteurs. Mais ça, ce n'est pas forcément étonnant. Je pense que c'est le lot de tout avion. On a quelques cas également d'incendie et de fumée. Alors, les fumées, c'est souvent des pièces qui brûlent, des batteries, ça peut être aussi. Sauf que dans pas mal de cas, et notamment en soute, il y a des cas de fumée en soute dans lesquels on n'a jamais retrouvé qu'est-ce qui avait vraiment cramé. Vous avez inspecté tous les câbles et ils n'ont jamais retrouvé, l'avion repartait, il n'y avait pas de souci derrière. Donc ça, c'est vraiment des pannes insidieuses et à mon avis, clairement, c'est un risque qu'il faut surveiller à l'avenir sur la plupart des avions, parce qu'on a de plus en plus d'électronique, il y a de plus en plus de batteries également dans les téléphones, les ordinateurs. Donc ça peut être un risque qui peut à l'avenir également se présenter de manière plus régulière. Mais en clair, le constat, c'est qu'on n'a aucune panne qui permet de faire le lien avec ce que l'on observe sur la MH370. Donc, sur la MH370, on a déjà suspicion de panne radio, panne du transpondeur, le SATCOM et de la CARS. Donc, et on a évoqué, j'en parle pas ici, mais une possible dépressurisation. Mais on n'a aucune preuve. Donc, première chose que je me suis pensé, donc, c'est quel est le point commun entre tous ces systèmes? Mais forcément, c'est l'alimentation électrique. Est-ce que si un problème électrique survient,
Est-ce qu'on peut expliquer les défaillances de ces trois systèmes? Donc, vous avez à gauche un schéma de l'avion avec, sur chaque moteur, vous avez en rouge un IDG, Integrated Drive Generator. C'est un générateur en fait qui va alimenter en gros en alimentation normale l'avion. Donc, vous avez celui de droite, en gros, pour simplifier, qui va alimenter le côté droit de l'avion et celui de gauche qui va alimenter le côté gauche de l'avion. Alors, vous avez bien sûr la possibilité de transférer l'électricité d'un côté ou de l'autre. Si vous avez un problème sur un moteur, vous avez un moyen d'appuyer, de déclencher manuellement l'APU qui est dans la queue de l'avion. Mais également, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous perdez toute l'alimentation électrique, eh bien l'APU va se déclencher automatiquement. C'est un système de sécurité à bord de l'avion. Sur chaque moteur, vous avez également un backup generator qui est moins puissant qu'un IDG, mais qui peut alimenter quand même certains systèmes. Vous verrez pourquoi je vous explique ça, parce que tout à l'heure, on verra les différents types d'alimentation de chacun des systèmes. Et en dernier, vous avez la RAT, la Ramer Turbine, qui est une alimentation de secours, parce qu'il faut être conscient que sur cet avion, c'est un avion à commande de volet électrique. Si vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas piloter l'avion. Donc, il faut cette sécurité-là. Donc, vous avez quand même pas mal de redondance. Alors là, je n'apparais pas aussi, mais il y a également des batteries. C'est-à-dire que dès l'instant où on perd toute l'alimentation, l'avion passe sur batterie, déploie tout de suite la RAT, et il fonctionne sur batterie le temps du démarrage de l'APU. La batterie n'a pas vocation à tenir longtemps. Je crois qu'elle n'a que 10 minutes d'autonomie sur cet avion. C'est uniquement pour faire la transition avec une alimentation plus pérenne derrière. Donc les pannes. Commencez par la panne transpondeur. Donc le transpondeur, vous en avez deux à bord de l'avion, un transpondeur droit, un transpondeur gauche. Et vous avez plusieurs alimentations. Alors, je vous ai mis de façon simplifiée, sans rentrer dans l'alimentation des bus électriques, juste des générateurs, grosso modo, qui vont alimenter le système en alimentation normale, en premier secours, en deuxième secours, en troisième secours. Donc, vous voyez que en alimentation normale sur le droit, vous avez donc l'IDG du moteur droit, et en premier secours, l'IDG du moteur gauche. Si on perd ces deux-là, ben, vous avez l'APU, si on l'active manuellement. Et en troisième secours, vous avez le backup generator. La probabilité déjà de perdre ce transporteur droit, elle est très faible. Pour la raison simple, c'est qu'on sait que l'avion est volé, donc il y a forcément un des moteurs qui fonctionnait. Donc s'il y a un des moteurs qui fonctionnait, normalement le transpondeur il doit rester alimenté. Et sur le transpondeur gauche, ça va même plus loin, c'est que vous avez même un quatrième secours avec la batterie et la RAT. C'est-à-dire que la RAT peut même alimenter le transpondeur gauche. Donc quand vous voyez une telle redondance, vous posez vraiment question sur le fait qu'une défaillance électrique puisse causer la perte du transpondeur. Par contre, le fait de passer le transpondeur en stand-by, là oui, là ça peut expliquer qu'on perde le transpondeur, mais ça sous-entend un acte volontaire. Dans les procédures, j'ai entendu parler aussi parfois, on disait, mais s'il y a un problème électrique, les pilotes peuvent couper l'alimentation de certains systèmes, donc c'est possible qu'ils puissent couper le transpondeur. Sauf que dans la pratique sur l'avion, c'est impossible de couper l'alimentation du transpondeur. Les pilotes n'ont pas la main là-dessus. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de mettre sur stand-by, c'est d'empêcher l'émission du transpondeur. Et s'il y a un souci, de basculer sur l'autre transpondeur. C'est uniquement ce qui est prévu dans les checklists. Il n'y a pas la possibilité de couper l'alimentation du transpondeur comme ça directement. Les pilotes n'ont pas la main là-dessus. Donc ça, ce n'est pas possible. La panne radio, là aussi, on voit qu'il y a 3 radios, VHF droite, gauche et centre. Et là aussi, vous voyez qu'il y a quand même une alimentation qui est quand même très redondante. Et surtout, on se rend compte que la VHF gauche, elle est même alimentée par la batterie et la rate. Donc, théoriquement, la panne radio sur cet avion, elle est impossible quand on regarde ça. Donc, comment expliquer qu'on n'a plus de contact radio avec l'avion? Selon moi, le plus probable, c'est qu'on ait plus affaire à quelqu'un qui ne voulait pas parler à la radio. Ça, c'est le plus probable. Le SATCOM et la CARS, alors. On va bien différencier les deux. Le SATCOM, c'est un moyen de communication qu'utilise la CARS pour envoyer ses messages. C'est également utilisé pour mettre l'Internet à bord des cabines passagers. Donc, j'ai dit, il y en a eu une coupure d'alimentation du SATCOM. Au début, on ne sait pas précisément quand, si c'est entre 1h07 et 1h37. Sur le tableau que vous avez en bas à droite, vous avez tous les rapports qui ont été reçus, rapport à CARS, par l'avion avant la disparition, donc jusqu'à ces 1h07. Et ce qu'on remarque, c'est qu'officiellement, la compagnie indique que la CARS a été envoyée toutes les 30 minutes,
Sauf que quand vous regardez l'intervalle entre les messages à CARS, il n'y a pas 30 minutes, il y a 5 minutes. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que le dernier message à CARS qui a été envoyé à 1h07, est-ce que le suivant était prévu 30 minutes après ou 5 minutes après? Ben ça, on n'a aucune explication de la part de la compagnie. Ce qui est possible, c'est que passer ce dernier message lorsque l'avion en fait arrive en croisière, peut-être que la CARS était programmée par la compagnie pour basculer à 30 minutes ensuite. Mais ça, la compagnie n'a pas fait plus de précision. Quand on regarde ces écarts, ces intervalles, on peut se poser la question si c'était 5 minutes après, auquel cas ça voudrait dire que la CARS et peut-être le SATCOM ont été coupés avant le dernier contact radio. D'où une préparation peut-être déjà de ce détournement à ce moment-là. L'alimentation, on voit à gauche, vous avez donc les 2 antennes qui sont au-dessus de l'avion. Et là, c'est moins alimenté, vous avez que les IDG parce qu'il faut une grosse puissance et que l'APU. D'où le fait que si vous perdez les 2 IDG, que l'APU est démarré automatiquement, ben ça réalimente le SATCOM, ce qui explique la reconnexion que j'avais expliqué tout à l'heure. Mais ce n'est pas un moyen essentiel, donc il n'y a pas une grosse redondance. En haut à droite, le tableau que vous avez, enfin, c'est une image de l'écran multifonction du 777. Et en fait, vous vous rendez compte que l'équipage, il peut cocher ou décocher le moyen que la CARS peut être autorisée à utiliser. Si vous décochez le SATCOM, eh bien, la CARS ne pourra plus envoyer de message. En fait, vous ne coupez pas la CARS, vous ne faites que simplement le museler. Donc, le problème qui se pose, c'est que quand on a eu la reconnexion du SATCOM 1h30 après la disparition, parce que savoir qu'une fois qu'on l'a perdu au radar, au début de l'océan Indien, donc au nord de l'Indonésie, à peu près 10 minutes plus tard, le système SATCOM s'est reconnecté au réseau. Sauf que ce qui est étonnant, c'est quand il s'est reconnecté à ce réseau-là, les IFE, qui sont les systèmes Internet de bord pour les passagers, ça s'est reconnecté. Le problème, c'est qu'on n'a aucune activité Internet sur les passagers pendant tout le reste du vol. Ce qui pose question, est-ce que les passagers étaient toujours vivants? Est-ce qu'il n'y a pas eu une dépressurisation auparavant? On n'a pas de preuves, mais on peut avoir des soupçons là-dessus. Mais surtout, ce qui intrigue, c'est qu'on n'a plus d'ACARS. L'ACARS aurait dû nous envoyer des messages toutes les 30 minutes avec la position de l'avion. Comme vous voyez le tableau, vous avez plein d'informations avec la vitesse, le Mach, la température, la latitude, la longitude, bref, et le carburant restant même. Donc, toutes ces informations-là, eh bien, on ne les a plus du tout après la reconnexion du SATCOM. Ce qui laisse supposer potentiellement une action de coupure du SATCOM, de la CARS via le menu que l'on voit ici, ce qui n'est pas à exclure. Donc encore une fois, on a un potentiel acte volontaire. La panne du SATCOM, en fait, on s'aperçoit qu'on peut la faire tout simplement depuis le cockpit en touchant à 2 boutons, en isolant tout simplement le bus. Alors, je ne rentre pas dans le détail là, mais vous coupez ces 2 boutons-là, vous coupez non seulement le générateur qui l'alimente, du moment où vous ouvrez le circuit qui l'alimente, et vous ouvrez également le circuit qui permettrait au côté droit de l'alimenter. Et là, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec le bus qui alimente le SATCOM, qui n'est plus du tout alimenté, et donc ça peut expliquer une coupure électrique. Voilà. Si la personne aux commandes a agi comme ça, on n'a pas non plus de preuves là-dessus. Il faudrait les boîtes noires pour pouvoir avoir plus d'informations. Alors, les pistes que l'on a, vous avez un petit peu douté avec tout ce que j'ai un peu pu dire, il y a un acte volontaire selon moi, clairement. Ça sous-entend également une très bonne connaissance de l'avion. Et la dernière personne qui a répondu à la radio 1 minute avant la disparition, c'était le commandant de bord. Alors, ça ne veut pas dire que le commandant de bord est tout de suite le suspect numéro 1, mais clairement, on peut s'interroger. Donc, la piste du hijack, donc la prise de contrôle, elle a été pas mal évoquée, parce que clairement, c'est les pilotes qui sont les mieux placés pour pouvoir détourner un avion. L'image que vous avez en noir et blanc, c'est l'image qui est issue du rapport de police malaisien qui a fuité et qui a été repris dans le rapport final australien. Et ce qui est dit dans ce rapport final australien, c'est qu'ils ont retrouvé une trajectoire dans le simulateur du commandant de bord à son domicile et que les points sont étonnamment assez proches de ce qu'on pense que l'avion a pu faire. Est-ce qu'il y a une préméditation? Difficile à dire, mais ces points-là dateraient de 3 semaines, 1 mois avant la disparition.
Ce qu'ils disent, c'est que ces points-là sont issus d'une même trajectoire et donc d'un seul même vol. Sauf que 6 mois plus tard, et ça c'est intriguant, c'est que le rapport malaisien, et là on joue sur les mots, hein, ils disent que ces points-là, on n'est pas certain qu'ils soient associés à un seul et même vol. Alors en ce cas, il faudrait se mettre d'accord. C'est quoi la bonne réponse? Est-ce que ce qui est dit dans le rapport australien, qui reprend ce qui a été fuité dans le rapport de police, ou alors c'est cette nouvelle version des Malaisiens? Ça entretient la confusion. Capsio, leur hypothèse, ils sont également sur un détournement et sur une volonté de rejoindre l'île de Christmas Island, qui n'est pas impossible non plus. Et donc, ils sont sur une trajectoire qui est beaucoup plus au nord parce que pour eux, l'avion serait descendu. Il faut bien comprendre que ce sont des hypothèses, tout comme les enquêteurs ont fait des hypothèses d'altitude et de vitesse, mais les hypothèses étant différentes, vous arrivez à une trajectoire qui est différente. La piste de Diego Garcia, elle a été énormément médiatisée. Très franchement, au début, je ne l'excluais pas. Aujourd'hui, je n'y crois plus du tout. Pour une raison simple, c'est que les données satellites ne sont pas du tout en corrélation avec ça. Pas du tout. L'avion ne se rapproche pas vraiment de l'île de Diego Garcia, bien au contraire, il s'en éloigne le reste du temps. Donc, clairement, elle ne tient pas. Mais c'est une thèse qui est souvent retenue par les journalistes qui aiment les complots, et c'est vrai qu'elle marche bien. Et pourtant, elle ne tient pas si on regarde les faits que l'on a sur les rapports. Après, certaines personnes considèrent que les données satellites ont été trafiquées. Très clairement, je n'ai pas du tout la compétence pour pouvoir dire une telle chose. Je ne pense pas que les données aient été trafiquées. Par contre, avec ce que je vous ai expliqué, je pense que vous avez dû comprendre qu'elles sont quand même très imprécises, elles reposent sur beaucoup d'hypothèses et que forcément la précision, elle en pâtit énormément. Donc, pour moi, cette imprécision, elle est largement suffisante pour expliquer qu'on ne trouve pas l'avion, surtout qu'on ne sait pas à la fin si quelqu'un était aux commandes et s'il a plané plus loin. Donc, pour moi, c'est déjà suffisant pour expliquer qu'on ne trouve pas l'avion. La piste technique, je viens de vous le dire, on a quand même très très peu de chances que tous ces systèmes aient cessé de fonctionner. Alors les enseignements, ça c'est intéressant. L'OACI avait déjà commencé à travailler là-dessus avec la France Rio Paris, mais c'était toujours en travaux. Il y avait des études qui étaient encore en cours à l'époque. Et ils ont lancé ce qu'on appelle le concept GADSS, Global Aircraft Distress and Safety System. Donc c'est un système qui permet d'améliorer le suivi des avions. Et vous avez sur la petite flèche, donc vous avez le suivi normal, l'aircraft tracking. L'autonomous distress tracking, ça c'est quelque chose qui va être implémenté sur notamment les boîtes noires, de façon à faire en sorte qu'elles se déclenchent avant le crash, parce que le problème c'est qu'une fois qu'on se crache en mer, si la balise est sous l'eau, le signal en direction du satellite ne passe plus. Donc il faut que la boîte noire, enfin la balise de détresse se déclenche avant un crash, surtout en région océanique. Donc il y a un système qui devrait être implémenté sur ces nouvelles balises de façon à déclencher avant le crash et d'envoyer au minimum une position toutes les minutes. Et ça, ce qui permet, ce que vous voyez à droite, d'avoir une position qui fera en moyenne 6 nautiques de large, ce qui sera déjà beaucoup plus précis pour aller chercher l'avion. Il y a une troisième partie, c'est la partie Flight Data Recovery. Donc là, il y a deux systèmes, soit un système qui envoie par satellite les informations des boîtes noires en temps réel, ce qui est la solution retenue par Boeing, soit la solution ADFR, qui est Autonomous Deployed Flight Recorder. Donc c'est une balise, une boîte noire en fait, qui va être stockée, on pense à l'arrière de l'avion. C'est une solution retenue par Airbus et qui, si vraiment l'avion va au crash, qui ne s'en sortira pas, elle sera éjectée carrément de l'avion. Et cette balise sera flottante, équipée d'une balise de détresse pour envoyer sa position au satellite. Et elle récupérera les données, parce qu'avant, à l'époque du MH370, les boîtes noires, vous aviez le CVR qui enregistre les communications dans le cockpit qui était séparé, qui enregistrait les 2 dernières heures, et le FDR qui enregistrait les 25 dernières heures, ou les 24, et qui étaient séparés. Sauf que maintenant, les boîtes noires, elles sont regroupées. Vous avez ces systèmes, CVR et FDR, dans une seule et même boîte noire. Et donc, cette boîte noire qui sera éjectée
elle aura tous les systèmes, donc on n'aura pas besoin d'aller les chercher au fond de l'eau, sauf si on a besoin d'aller récupérer des pièces pour les investiguer un peu plus. Donc, il y a également tout ça qui change, hein. Les enregistreurs, je vous l'ai dit, l'autonomie également d'enregistrement des CVR, des conversations dans le cockpit, va également être améliorée, ou c'est en cours même, pour passer à 24 ou 25 heures, bref, d'avoir une durée suffisante pour couvrir la totalité du vol. Pourquoi? Parce que dans le cas du MH370, même si on retrouve les balises, le CVR, on n'aura que les 2 dernières heures. Donc, ce qui s'est passé dans le cockpit, on ne pourra entendre que les 2 dernières heures, à supposer qu'on entende quelque chose dans le cockpit et qu'on détermine peut-être s'il y avait quelqu'un dedans. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé en fait 7 heures plus tôt au moment de la disparition. Le problème, c'est qu'on ne l'aura pas sur les boîtes noires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cockpit au moment de la disparition entre la Malaisie et le Vietnam? Eh bien, on ne le saura jamais, clairement. Autre chose qui vont être améliorées, c'est les ULB, donc les balises qui envoient les pings sous-marins. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a une portée que de 2000 mètres. Eh bien, dorénavant, il y a des ULB qui sont obligatoires, qui fonctionnent sur une fréquence différente, une fréquence plus basse. Parce qu'il faut savoir qu'en milieu marin, les fréquences élevées sont amorties plus vite, ce qui fait que vous avez une portée plus faible. Donc, si vous diminuez la fréquence, vous avez une portée plus importante. Une précision moindre, mais une portée plus importante. Et donc, ces nouvelles balises ULB auront une fréquence de 8,8 kHz qui permettra d'avoir une portée, on estime, 10-15 km, ce qui est déjà bien meilleur. Mais ça permettra déjà de dégrossir la zone, en plus du système GDA-DSS qui devrait permettre déjà de resserrer la zone. Voilà. Donc, après, je ne rentre pas dans les détails, il y a également tout un tas d'améliorations également sur les avions qui ont été prévues au niveau de la réglementation. Ce qui nous amène à la fin du briefing. Voilà, désolé, j'étais peut-être un petit peu long, mais je voulais vraiment expliquer tous ces détails-là de façon à ce que vous ayez tous les éléments en main pour vous faire votre propre idée. Je vous encourage à vous renseigner, à creuser, à regarder les rapports et à faire ce travail, on va dire, de rester objectif sur les choses et à ne pas croire forcément tout ce qu'on dit, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et c'est parfois intéressant d'aller se rendre compte par soi-même. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, libre pour répondre.